Eh oui, je ne veux pas travailler, mais il faut travailler. L'heure est venue du sang et des larmes. Vous allez travailler, vous allez trimer. Il faut rattraper le temps perdu à cause du coronavirus et du confinement. La France à l'arrêt, confinée à cause de l'incurie de l'État qui n'avait pas de masque, je le rappelle, qui n'avait pas de test, je le rappelle. Le grand débat des vraies voix, après 2 mois de confinement, il faut relancer la machine économique. Faudra-t-il travailler plus à l'avenir, comme le préconisent certains spécialistes? 0826 300 300, vous êtes les bienvenus pour en parler. Et puis mon cher Clément Barguin, les réseaux sociaux, que disent les auditeurs pour le moment? Eh bien, nos auditeurs n'ont pas forcément envie de travailler plus. À 77%, ils disent non, on ne veut pas travailler plus. Et un commentaire de Thierry qui nous dit que l'État réduise drastiquement ses dépenses, baisse drastiquement les prélèvements et seulement ensuite cette question pourra être posée. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et vous pouvez nous rejoindre évidemment sur la chaîne YouTube Sud Radio et puis également, si vous le souhaitez, sur sudradio.fr ou encore la page Facebook. Avec nous pour débattre, Benjamin Amar, porte-parole de la CGT. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Et Bertrand Martineau, économiste à l'Institut Montaigne. Merci beaucoup d'être avec nous. J'entendais qu'un auditeur disait qu'il fallait d'abord que l'État se serre la ceinture. Le problème, quand on dit ça en général, c'est qu'on oublie une chose, c'est que si l'État se serre la ceinture, ça veut dire par exemple, si on prend l'hôpital, qu'on va encore réduire le nombre de lits, qu'on va encore réduire le nombre d'infirmières et de médecins, et donc c'est peut-être pas non plus la meilleure solution. Bref, Bertrand Martineau, vous avez publié une note cette semaine où vous préconisez l'augmentation du temps de travail sans pour autant qu'une rémunération supplémentaire correspondante soit immédiatement versée par les entreprises. Est-ce que déjà, uniquement sur ce point-là, on va égrener ce que vous dites dans cette note évidemment, mais sur ce point-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer le fond de votre proposition ou de votre pensée? Oui, alors c'est très simple. D'abord, dans le titre de votre émission, faudra-t-il travailler plus longtemps? La réponse que j'apporte, c'est en moyenne, oui. Mais ça ne veut pas dire pas partout, pas tout le temps, et certainement pas tout le monde. Il y a même des entreprises qui vont devoir sans doute travailler moins, parce qu'elles vont avoir évidemment une très forte baisse des demandes, de la demande. Donc on n'est pas du tout idéologique, on est extrêmement pragmatique. Alors, effectivement, le droit actuel permet déjà énormément de souplesse dans le droit du temps de travail. Et on propose déjà d'utiliser toutes les souplesses existantes par accord collectif, accord d'entreprise. Ce qu'on propose en plus dans cette note, c'est effectivement pour des entreprises qui sont en difficulté et où il faut effectivement sauver l'entreprise, c'est de faire des heures supplémentaires ou de supprimer les RTT une certaine année, par exemple l'année 2020, et de se faire payer l'année suivante en participation, c'est-à-dire en partageant le profit davantage en faveur des salariés, ou par de l'intéressement exceptionnel, ou par éventuellement de l'épargne retraite. C'est ça qui est Alors, proposé juste une chose par rapport à ça. Juste une chose. Oui, non, mais d'accord. Ça, j'ai bien compris. Avec les syndicats et la direction de l'entreprise. Non, mais d'accord, mais quand vous dites se faire payer par de la participation, etc., il y a plein d'entreprises, je suis désolé de vous le dire, mais il y a plein d'entreprises, et j'en connais une en particulier puisque j'y travaille, qui ne veulent pas faire ça. Attendez, d'abord, la participation ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés, ce qui fait à peu là près c'est la le cas, moitié et des je salariés. peux vous dire qu'il n'y a pas de participation parce que l'entreprise ne veut pas de ça. La participation est obligatoire, donc de toute façon, il n'y a pas de sujet. Simplement, peut-être, mais il n'y a pas. Oui, bon, alors sauf que il n'est jamais obligatoire de signer un accord. C'est une proposition que l'on fait. On demande juste à ce que la loi le permette de faire des accords, temps de travail versus salaire versus emploi, pour préserver l'emploi et pour préserver le pouvoir d'achat, parce que ce qu'il faut en fait, c'est préserver le pouvoir d'achat des gens et qu'ils ne perdent pas d'emploi. Donc éventuellement, on peut travailler un peu plus en n'étant pas rémunéré en plus immédiatement, mais de manière différée pour sauver l'entreprise et protéger l'emploi. Comme vous avez dit au départ, on va avoir une explosion du chômage. Et pour contenir cette explosion du chômage, il y a tout un tas de moyens. La question du temps de travail n'est évidemment pas la seule. Il y a, comme vous disiez, votre auditeur, il y a un gros problème de prélèvement obligatoire et de pression fiscale dans ce pays, c'est évident. Donc ce n'est pas le seul moyen, mais parmi les moyens qu'il y a, c'est déjà de sauver ce qui peut l'être, de sauver les entreprises. Enfin, le chômage partiel, quand même, le fait à très court terme. J'entends bien ce que vous dites. J'entends bien ce que vous dites sur le sauvetage des entreprises. Cela étant, si vous ne payez pas immédiatement
les heures supplémentaires que les salariés vont faire dans les entreprises, alors qu'eux-mêmes sont en difficulté. Pourquoi ils sont en difficulté? On en parlait avec Joël Mauvigné il y a quelques instants, qui est le représentant des charcutiers. Tout est en train d'augmenter. Vous allez faire vos courses, tout augmente. Donc si on dit aux salariés, de toute façon, vous n'aurez pas de pouvoir d'achat supplémentaire, mais que tout augmente en parallèle, ils vont y laisser des plumes, d'ores et déjà. Et si en plus de ça, on leur dit, vous ne serez payé que dans 3 mois, dans 4 mois ou dans 6 mois, ça va être compliqué à tenir. Si vous avez le choix, vous êtes un salarié d'une entreprise, vous avez le choix entre perdre votre emploi, vous retrouver au chômage probablement très longtemps, parce que vous savez qu'en France, malheureusement, contrairement à d'autres pays, quand vous êtes au chômage, vous y restez longtemps. Vous avez le choix entre travailler 5 jours de plus, par exemple, et être payé pour ces 5 jours l'année prochaine. Bah oui. Dans le cadre j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Voilà. S'engage à préserver non, mais les emplois, j'entends ce que vous dites. Vous voyez, c'est ça que je dis. C'est pas le problème. J'entends ce que vous dites. Là où ça me pose quand même problème, c'est que en vous écoutant, j'ai l'impression que le monde d'avant, qui était néolibéral et qui nous a amenés dans le mur quand même, et on l'a vu notamment avec l'hôpital, eh bien, est toujours à l'œuvre et va continuer finalement et profite même de la crise quelque part pour revenir encore plus en force et de manière plus violente. Voilà ce que j'entends quand je vous écoute. Et ça m'inquiète un petit peu. Alors on va demander évidemment à notre ami qui est avec nous, Benjamin Amar, ce qu'il pense de tout ça. Je ne sais pas si j'ai la bonne analyse ou pas et si j'exagère ou pas, mais ça m'inquiète. À mon avis, Benjamin Amar va être d'accord avec vous, évidemment. Ça c'est clair. Ça c'est sûr. Benjamin. Alors, j'adore quand Philippe Benjamin. J'adore quand Philippe Bizère fait le malheureux de l'Institut Montaigne a deux contradicteurs. Philippe Bizère. Ne parlez pas en même temps. Ne parlez pas en même temps. Je suis invité sur votre émission, ayez la cordialité de me laisser parler. Et ne faites pas j'en suis ravi, Benjamin. Et ne faites pas le ventriloque. Après, en l'occurrence, excusez-moi, mais ce que vient de dire Christophe est frappé au sceau du bon sens. Enfin, voilà. Non mais, excusez-moi, vous n'avez pas coupé l'économiste libéral, donc laissez-moi parler, on est en démocratie, vous aimez la démocratie, Philippe. Alors, c'est quand même formidable ça. On écoute monsieur, l'économiste de l'Institut Montaigne, et on l'entend fustiger les prélèvements et la fiscalité. Alors doit-on rappeler qu'effectivement les libéraux pleurnichent sur les prélèvements obligatoires en France, oubliant que c'est ce qui finance notre modèle social, et que ce modèle social, il est amortisseur, et que si en France, on n'a pas la catastrophe sociale qui est en train d'arriver aux États-Unis, c'est parce que justement, on a ce modèle social-là. Vous savez, moi j'ai fait des études littéraires, et lorsque j'avais lu un bouquin qui était formidable, qui s'appelle Le remède dans le mal. Et ben c'est exactement ce que nous proposent les libéraux. Leur modèle explose littéralement, c'est-à-dire qu'ils ont saccagé l'hôpital. On est passé à 2 droits de la catastrophe. Ils ont contribué à liquider le patrimoine industriel français avec leur délocalisation, si bien que la 6e puissance économique du monde est infoutu de produire des masques correctement, et on a été là aussi à 2 doigts de la catastrophe. Et ils reviennent, mais pourquoi? Parce qu'une bête traquée, elle est justement dangereuse quand elle est traquée. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Et quand on entend les propositions de l'Institut Montaigne, on se dit c'est pas possible. Ils ont coupé leur Prozac avec du desktop. Mais non, pas du tout. Ces gens sont très sérieux. Et ils nous expliquent, même Muriel Pénicaud, pourtant je suis pas souvent d'accord avec Muriel Pénicaud, mais même Muriel Pénicaud a dit que l'idée d'augmenter le temps de travail alors que on est dans une période où il va y avoir un chômage massif, c'est peut-être pas l'idée la plus pertinente qui soit. Et puis quand on écoute, moi j'ai entendu... Alors peut-être que dans certains secteurs c'est nécessaire, je sais pas, bon voilà. Non mais excusez-moi, quand on a un chômage qui est en train de s'annoncer massif, je rappelle qu'aux États-Unis là, on est à 13 ou 14%, enfin c'est le taux de chômage le plus fort. 14%, oui. Donc on s'annonce un désastre là-dessus, et l'idée c'est de faire travailler ceux qui travaillent plus longtemps, enfin on marche sur la tête. Et excusez-moi, je reviens sur le point sur lequel vous avez interpellé monsieur. Alors donc, l'idée c'est qu'on va travailler plus longtemps et on sera payé au calendrier grec, mais moi je propose que ce soit pareil pour monsieur, que monsieur effectivement il travaille plus et il recevra son dû sous une forme, on ne sait trop laquelle, la participation, l'épargne, dans 2 ou 3 ans. Enfin on est sérieux, écoutez, les RG font des enquêtes. Mais c'est peut-être ce qui va arriver à l'Institut Montaigne aussi, on ne sait pas.
après tout, pourquoi pas? Bah oui. Après, en même temps, il faut aussi rappeler, vous dites spécialiste. Il faut rappeler qui est l'Institut Montaigne, fondé par la figure tutélaire du patronat français Claude Thévéard, et dont le président actuel est un proche d'Emmanuel Macron, qui a même logé la République en marche pendant la campagne présidentielle. Ce ne sont pas des spécialistes, ce sont des lobbyistes libéraux. Écoutez, moi je suis marxiste, j'annonce la couleur, d'accord? Ça c'est sûr. Je ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Donc, allez, Philippe Binger, laissons la parole à Philippe Binger, allons-y. Qui est marxiste lui aussi. Bah, bien sûr. D'abord, je suis heureux de voir que Christophe reprend un rôle d'arbitre. Ça me fait plaisir. Parce que je plaignais le malheureux. Je suis toujours dans la nuance, Montaigne. vous le savez bien. Je plaignais le malheureux de l'Institut Montaigne qui pourtant a su très bien se défendre. Moi, je suis frappé d'entendre Benjamin Amar dire qu'il est scandaleux de proposer, selon des modalités peut-être discutables, de travailler plus. D'abord, reprocher à l'Institut Montaigne d'avoir une philosophie libérale, néolibérale si vous y tenez, c'est tout à fait exact, Benjamin. Mais vous-même, vous êtes gangrené de la même manière par une idéologie qui vous rend votre discours totalement dogmatique. J'adore quand vous faites l'arbitre. Vous faites tellement bien l'arbitre. Vous êtes magnifique dans l'impartialité. Vous êtes super. Benjamin, je ne fais pas l'arbitre. Je ne fais pas l'arbitre, mais je dénie en quelque sorte la manière dont vous faites perdre toute crédibilité à l'Institut Montaigne parce qu'il serait libéral. Moi, on vous écoute et pourtant vous développez... Vous êtes donc un arbitre impartial. Il n'y a pas de problème. Vous faites exactement ce que vous reprochez à Christophe. Benjamin, je pose des questions. Là, en l'occurrence, je vous demande pourquoi il faut vous croire sur parole dans la vision que vous avez de l'avenir à inventer. Voilà. Mais attendez, mais là, on n'était pas en train de parler de ça. Moi, si vous me parlez des propositions CGT, on va les développer, il n'y a pas de problème. Moi, je rebondis sur les propositions de l'Institut Montaigne. Non, mais ça, allons-y. Je vais redonner la parole à Bertrand, justement, qui est avec nous, parce que, il y avait l'histoire du temps de travail avec les 35 heures, peut-être plus, peut-être moins, en fonction des secteurs et de leurs difficultés, c'est ce que vous proposez. Il y avait quand même aussi d'autres choses, par exemple, imposer aux salariés finalement de s'asseoir sur certains jours de RTT. Moi, je comprends qu'il faille sauver les entreprises. Le problème, il n'est pas là. Moi, je comprends ça. La question derrière, c'est étant donné, vous le savez bien, que les salaires moyens sont quand même assez faibles en France, est-ce qu'on a justement les moyens de faire cette politique-là ou les propositions que vous faites de les mettre en œuvre? Moi, c'est ça la problématique que j'ai. Écoutez, il ne m'a pas échappé. Alors déjà, je ne suis pas du tout dans la polémique, donc je ne vais pas polémiquer avec monsieur marxiste. Je rappelle juste parce que... Non, Amar, il s'appelle, mais c'est pas grave. Voilà. Oui, monsieur Amar, mais vraiment, je peux vous appeler monsieur libéral, il n'y a pas de problème. Si on fait un jeu de mots, ça va être monsieur amarxiste. Très bien. Vous savez que ce qui crée la valeur, ce qui crée la richesse, c'est exclusivement le travail. Le travail des hommes et des femmes. Exactement. Bon, voilà. Donc, il se trouve, si vous voulez, que le système, on peut effectivement dire que le système capitaliste est abominable, qu'il est horrible, etc. Il se trouve qu'on est dans ce système-là. Alors, on le sera peut-être pas dans 20 ans, j'en sais rien. Exactement. Mais en tout cas, aujourd'hui, on l'est. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ce sont des entreprises qui créent des emplois. Plus les entreprises s'effondrent et plus les emplois seront détruits et plus il y aura de chômage. Je crois que jusque-là, on peut être à peu près d'accord. Bon. Pour sauver les entreprises qui vont subir une énorme faiblesse de leur productivité horaire dans les prochains mois à cause des baisses des interactions sociales. Parlez bien dans le téléphone, Bertrand. Parlez bien dans le téléphone. Tout à fait. Attendez. À cause de mesures qui sont tout à fait nécessaires pour protéger les travailleurs, vous allez avoir une baisse de la productivité horaire des entreprises. Tous les industriels le disent. Une baisse de productivité horaire, elle peut être en partie compensée quand c'est nécessaire par une petite augmentation du temps de travail qui sera rémunérée de toute façon et qui serait par accord collectif d'entreprise. Ce que je propose n'est franchement pas absolument révolutionnaire. C'est juste une façon de faire des deals emploi, temps de travail pour sauver des emplois, temporairement. Vous voyez, c'est un niveau absolument révolutionnaire. Est-ce que je peux réagir à ça? Non mais, allez-y.
Alors écoutez, moi je vais vous dire, c'est marrant parce que les libéraux aiment beaucoup les comparatifs européens, mais nous à la CGT, comme on aime bien faire plaisir aux libéraux, on s'y est mis aussi. Alors si la question c'était la question du temps de travail, moi j'aimerais prendre l'exemple des pays scandinaves. Ce sont des pays qui ont très bien résisté à la pandémie du Covid, c'est-à-dire que le nombre de décès est ridiculement bas par rapport aux nôtres, et dans tous les cas, ce sont des pays, alors je pense par exemple à la Finlande ou à la Suède, qui eux sont dans une réflexion depuis un bout de temps sur la baisse du temps de travail, c'est-à-dire journée de 6 heures en Suède, semaine de 4 heures, semaine de 4 jours, chaque journée de travail. Alors ça c'était avant la crise. C'était avant la crise. Attendez, excusez-moi, je termine. En Finlande, semaine de 4 jours, chaque journée de travail étant de 6 heures. Voilà. Ces pays, écoutez-moi bien, ce sont ces pays qui ont le mieux résisté, effectivement, à la pandémie du Covid. Donc, qu'est-ce que c'est que cette manière? C'est quand même incroyable. La France traverse une des pires crises de son histoire. Pour les salariés, c'est une catastrophe. Je rappelle qu'il y a un nombre considérable de gens qui vont faire la queue pour avoir à manger. D'accord? Oui. C'est une catastrophe sociale qui s'annonce. Le chômage va exploser. Et l'idée des libéraux et du patronat, c'est comment on va augmenter le temps de travail. Mais je vais vous dire un truc. D'ailleurs, vous avez fait votre sondage. Il y a 75-76% de vos sondés qui sont contre. Moi, je vous dis que les libéraux mènent cette bataille idéologique, on relèvera le gant et on va les exploser façon puzzle, comme disait Raoul Wolf. Non, monsieur, très clairement, je vous le dis, la colère sociale dans ce pays, elle se hâte. Si certains ont ce genre d'idée dans la tête, eh ben écoutez, on leur donne rendez-vous, mais alors ça va être fruité, je vous le dis, moi. Écoutez, je crois que notre pays a besoin de calme, surtout, il me semble. Non, ce genre de proposition, moi je vous le dis, monsieur, en tant que CGTiste, je vous dis, les propositions de votre institut étaient scandaleuses, et c'était une provocation. Non mais calmez-vous, Benjamin. Bertrand, moi j'ai une question toute simple finalement. Et puis Benjamin, on peut l'entendre aussi ce que je vais dire. 120 milliards d'euros perdus en 2 mois de confinement en France. Oui. Voilà, ça c'est un chiffre qui est réel. Alors après, on peut en vouloir, peut-être, je sais pas, une fois de plus, à ceux qui ont choisi ce confinement parce qu'il n'y avait pas, mais il n'y avait pas le matériel, il n'y avait pas les masques, etc. Si on prend la Corée du Sud, tout est lié un petit peu quand même, parce qu'aujourd'hui on paye les conséquences de tout ça. Donc bon, voilà, la richesse du pays en 2020. L'Allemagne s'en sort beaucoup mieux, c'est un pays communiste, c'est un pays très mais c'est différent. Attendez, s'il vous plaît. Il y a une raison toute simple pour l'Allemagne, je sais déjà ce que va dire Philippe David, et il a raison, c'est que l'Allemagne reste un pays industrialisé par rapport à la France. Ça, c'est quand même une réalité. Et qu'elle a la monnaie qui joue à 100% en sa faveur et à 100% en notre défaveur. Oui, 100%, je sais pas, mais l'euro, en tout cas, effectivement, correspond bien à l'Allemagne. Non, mais on peut se lancer dans un débat pourquoi l'Allemagne a mieux préservé son industrie qu'en France. Mais enfin, l'Allemagne est un pays libéral, il me semble. Ce que je veux dire par là, juste une chose, Benjamin, c'est que effectivement il y a cette perte d'argent qui est très importante pour notre pays, qu'il faut effectivement redémarrer l'économie, relancer l'économie, etc. Bon, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est juste que moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, et ce qui me fait un peu peur, je vais vous dire Bertrand, c'est que j'ai l'impression que les derniers de cordée, vous savez, ceux qui ont tenu la machine là pendant 2 mois, qu'on a vu à la caisse des supermarchés, etc. J'ai l'impression que c'est eux qui vont encore devoir faire des efforts. Et c'est ça qui me gêne, parce qu'à ce moment-là, moi je vais vous dire, les actionnaires d'Auchan, les actionnaires de Carrefour, etc., mais ils ont qu'à eux se serrer la ceinture pendant 2 ans, pendant 3 ans. Exactement. Mais je n'ai il n'y avait que les salariés à bas salaire qui devaient faire des efforts, les cadres doivent faire des efforts, les dirigeants doivent faire des efforts. Non, on parle des actionnaires, pas des cadres. Mais les actionnaires aussi. Mais là, j'ai fait une note sur le travail, j'ai pas fait une note c'est dommage, mais on n'a pas vu dans les propositions de l'Institut Montaigne, on n'a rien vu sur les actionnaires. C'est très étonnant, ça. Bon, maintenant, allez, on va passer à Nadir qui est avec nous, qui nous a rejoint au 0826 300 300 et qui a envie de réagir à ce qu'il entend. Nadir, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, Nadir. De rien, c'est toutes nos choses. Écoutez, lorsque des sujets intéressants sont traités, franchement, ce serait une erreur de ne pas les suivre. J'ai très longuement écouté attentivement et relevé chacun des propos de vos interlocuteurs. Excusez-moi, j'ai pas les noms en tête et je voudrais pas leur manquer de respect sous quelque forme que ce soit. C'est simplement, moi, j'aurais envie de dire une chose. Maintenant que, jeudi dernier, le coup près est tombé, le déconfinement a été maintenu, j'ai envie de dire
que derrière ça, malgré leur système sur lesquels ils se basaient, de présentation aux urgences avec une suspicion de corona, c'est-à-dire qu'en gros, ils basent le retour éventuellement à la normale d'un pays sur 2 ou 3 personnes, ou entre guillemets des personnes pour pas les compter, qui viendraient simplement parce qu'ils ont des symptômes qui sont liés au corona, qui eux-mêmes, ces symptômes peuvent être liés à plein d'autres choses, la fièvre, les douleurs intestinales, etc. Je trouvais ça un peu léger. Mais je me suis dit aussi, d'un autre côté, que ces personnes-là savaient que derrière, il y avait une colère qui allait gronder, que les mecs qui sont capables, excusez-moi de parler assez trivialement, mais c'est un petit peu le ressenti que j'en ai qui m'emporte, mais que les mecs derrière, ils sont bien gentils pour accepter certaines choses. D'ailleurs, même si dans la vie de tous les jours, ils ont peut-être pas le cerveau assez reposé pour faire attention à des détails et mettre en valeur certaines incohérences dans leurs choses, mais maintenant qu'ils ont le temps d'y réfléchir, ils ont bien vu que derrière, ça poussait. Donc ils se sont dit, même si nous, de notre avis, on aurait bien continué le confinement, on va pas le faire parce que sinon déjà que c'est bien chaud pour nous, là on va pas continuer. Maintenant que cette chose est passée, avec tout ce qu'il y a eu, le fait qu'au départ on a eu un gouvernement qui était super droit, super rigide dans ses baskets, qui faisait un petit peu, comme on dit chez nous à Lyon, qui faisait un petit peu les grands, un petit peu les malins en disant on n'en a rien à faire de vos revendications, vous pouvez rester tous les samedis autour des ronds-points, vous pouvez perdre vos vies, perdre vos œils, perdre vos dents, vous faire fracasser par des CRS qui logiquement sont le service d'ordre, qui sont censés mettre l'ordre et pas le désordre, qui sont censés nous protéger, et après derrière on se plaint que des personnes font des délits de fuite et s'en vont. Mais moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez peur? Moi c'est ça qu'on a envie de savoir, Nadir. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez peur? Il y a eu cette lutte des Gilets jaunes, etc. On en a beaucoup parlé évidemment sur Sud Radio, vous le savez. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez peur que, alors qu'on nous dit le monde d'après, que le monde d'après soit pire que le monde d'avant quelque part, économiquement et socialement? Mais bien sûr que oui, sur tous les plans, sauf pour certaines personnes, bien sûr. Moi, je voudrais juste dire une chose, parmi tant d'autres, c'est regardez, on critique les gens, les médias mainstream, genre BFM, LCI et compagnie, qui prennent l'information et qui la... Moi, j'ai été journaliste, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, je sais comment les choses fonctionnent derrière les caméras. On prend les choses, on prend des images, on a 10 heures de tournage et on prend les meilleures images du monde pour les tourner dans un sens qu'on voudrait essayer de faire comprendre à des personnes, parce que les gouvernements ils sont peut-être, c'est pas des politiques, c'est des financiers. Ils sont pas là pour gérer de l'humain, ils sont là pour gérer de la finance. Et si pour de la finance, il faut faire des choses qui sont pas forcément très, on va dire, très jojo, ben c'est pas leur problème entre guillemets. Moi, j'ai peur dans ce sens-là, dans le sens où là maintenant, on n'arrête pas de critiquer des gens qui font des délits de fuite, qui s'en vont, mais j'aimerais bien vous poser une question à vous et à tous ceux qui nous écoutent. Si vous vous baladez dans la rue, d'accord, vous n'êtes pas armé, vous n'avez rien sur vous, et que derrière, vous avez des gens qui sont équipés de matraques, qui sont équipés de gazeuses, qui ont des rangers, qui ont tout un équipement qui vous court après, et que vous savez éventuellement une chance sur 15 que s'ils vous attrapent, vous allez passer un sale quart d'heure. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez patiemment ou vous essayez de vous en sortir comme ça? Non mais d'accord, mais on sort un peu de notre sujet qui est strictement économique et social. Donc moi je veux bien qu'on revienne sur les gilets jaunes encore 107 ans. Mais bon voilà. Effectivement, vous avez raison. Pour me recentrer sur le domaine économique, oui, dans la mesure où... voilà, très rapidement. Dans la mesure où, au départ, la raison pour laquelle on est arrivé dans ce guêpier, elle n'est pas des nôtres, elle est de la responsabilité de gens qui ont choisi une carrière politique et qui, derrière, veulent avoir à faire des choix et veulent pas les assumer derrière. Donc, pas nous. Qui c'est qui a fait en sorte que le remède éventuellement trouvé par des personnes qui ont autorité dans le métier n'a pas été suivi? Pas nous. Qui c'est qui a fait en sorte que les pharmaciens n'étaient pas autorisés à vendre des masques? Pas nous. Qui c'est qui a fait en sorte que le confinement soit mis en place, qu'on dise derrière, oui, bah écoutez, vous restez chez vous, et puis si vous commencez à avoir des symptômes, et ben restez chez vous. Dès que ça commence à être grave, bah là vous appelez les urgences. Moi, par exemple, je suis resté chez moi, ma mère allait faire les courses. Imaginons qu'elle soit rentrée en contact avec une personne éventuellement infectée et qu'elle rentre à la maison. On est 6. C'est 6 personnes derrière. Alors quand on dit non mais c'est ce que vous dites, pour résumer, parce que le temps passe très vite et qu'on ne se rend pas toujours compte, mais c'est vrai que voilà, il faut dire les choses. Mais le problème, ce que veut dire Nadir, c'est très simple finalement, c'est de dire tout ce qui est arrivé quelque part, c'est pas de notre faute, c'est ceux qui dirigent qui ont fauté. Et que maintenant tout ça a été fait. Le pouvoir n'a pas inventé il a le droit de le penser. Il faut arrêter 2 secondes. D'accord, mais il a le droit de penser que la gestion n'a pas été bonne et que derrière il est dans une outrance absolue.
et que derrière ce confinement, eh bien maintenant, il faut payer les pots cassés en plus en termes de salaire, en termes de temps de travail, etc., ou c'est peut-être ce qu'il faudra payer. Voilà ce qu'il veut dire, Nadir, pour être clair. Et c'est vrai qu'on peut évidemment se poser la question. Voilà, mais on verra bien ce qui se passera en tout cas dans les semaines et les mois qui viennent. Et je pense que il était important et intéressant d'entendre Bertrand Martineau avec cette note pour comprendre un peu quel est l'état d'esprit aussi d'une certaine partie en tout cas du pays. Et puis d'entendre Benjamin Hamar également pour voir quelle était aussi son évolution ou pas par rapport à ça. Et c'est vrai que de toute façon, on sent bien que les difficultés vont être là, présentes dans les semaines et les mois qui viennent. Merci à tous d'avoir participé donc à ce